Hola amigos, on est à Roland-Garros, ça rime un peu avec l'Espagne et Rafael Nadal qui a gagné le tournoi 38 fois j'ai l'impression. J'étais assez pessimiste lors du dernier épisode sur certains joueurs phares et de leur présence ou non à Roland. Force est de constater pour le plaisir de tous que Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner sont bien là. Alors pas à 100% pour la plupart, mais ils sont bien là. Dans cet épisode, on verra les tops et les flops de ce qui s'est passé les derniers jours, car il y avait des tournois la semaine passée en amont de Roland. On embrayera sur le point focus où on va parler pesos, euros, d'argent quoi, avec le prize money. Combien gagnent à Roland-Garros les joueurs de simple? Est-ce qu'il y a la parité dans les gains entre hommes et femmes? Quels sont les gains des joueurs de double? Est-ce que les juniors gagnent de l'argent? Et on parlera également des joueurs en fauteuil qui disputent le tournoi en même temps. Quels sont leurs gains? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. On finira avec la preview de Roland-Garros, qui va gagner chez les hommes et chez les femmes le tournoi. Si vous voulez connaître l'avenir avant tout le monde, ça sera à la fin de l'émission. Allez, on part sur les tops de la semaine. On va commencer par un Français, Giovanni Mpetshi Péricard, 20 ans. Il vient de gagner son premier tournoi à Lyon, un 250, sur terre battue. Joueur de 2,03 m. De par son physique, ce n'est pas forcément sur terre battue qu'on l'attendait pour gagner son premier titre, mais il l'a fait de façon autoritaire et bien maîtrisée. Bravo à lui, vraiment joueur à suivre plus pour le futur. En plus, là, il va jouer à Roland-Garros, donc très intéressant de le voir. Second top, le Norvégien Casper Ruud. Il a gagné le tournoi de 250 de Genève pour la 3e fois de sa carrière. Par contre, il a joué 2 matchs samedi dernier dans la même journée, la demi et la finale. Le temps de récupération va être très court pour lui avant son premier tour à Roland-Garros. J'espère que ça ira pour lui car il a vraiment pourtant une très bonne chance de gagner dans le tournoi parisien. Donc j'espère que son pari de jouer quelques jours avant Roland va être bon pour lui. Un dernier top, l'américaine Madison Keys, qui a gagné le tournoi de Strasbourg, le tournoi 500 de Strasbourg, en battant assez sèchement sa compatriote Danielle Collins en finale. Ça faisait presque un an qu'elle n'avait pas gagné un tournoi. Elle avait déjà fait de bonnes impressions sur terre battue en vue de Roland-Garros avec une demi à Madrid et un quart à Rome. Elle confirme sa très bonne forme avec ce succès à Strasbourg. Côté flop, Hugo Humbert, le Français tête de série numéro 1 à Lyon, qui faisait sa reprise après avoir fait forfait à Rome pour blessure. Il a perdu d'entrée dès son premier match. Et hier, il perd au premier tour à Roland-Garros. Je ne l'avais pas trouvé à l'aise déjà dans ses déplacements à Lyon il y a quelques jours. Je trouvais vraiment qu'il n'avait pas récupéré à 100% de sa blessure. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Et 3-4 jours plus tard à Roland-Garros, rebelote. J'ai eu la même sensation malheureusement. Point positif pour lui, on va dire, il va pouvoir se reposer maintenant et se préparer pleinement pour la saison sur gazon et on sait qu'il devrait être plus performant sur gazon. Le second flop, Novak Djokovic. Il a pris le risque de s'aligner à Genève quelques jours avant Roland pour gagner en confiance. Et comme je l'ai souligné dans l'épisode précédent du podcast, c'est à double tranchant de faire ça avant un grand chelem. En sortant du tournoi suisse, vraiment, je me demande s'il est plus avancé que sur son état de forme qu'avant le tournoi. En tout cas, côté positif, il a gagné 2 matchs de suite, ça ne lui était pas arrivé depuis presque un mois. Il a mieux joué qu'à Rome, où j'ai senti beaucoup plus concerné et plus engagé à Genève qu'à Rome. Par contre, côté négatif, ce sont les montagnes russes, ces matchs. À l'image de cette défaite en demi-finale à Genève, il mène 4-1 en premier set, il est ultra solide, et là je me dis, ok, là on retrouve le Joker, il peut gagner Roland. 20 minutes plus tard, il perd 6 jeux de suite pour finalement perdre le premier set 6-4. Il a un gros coup de pompe physiquement. Je l'ai vu trembler sur le banc, bref, très inquiétant. Et derrière, il met un 6-0 dans le second set, en redevenant très bon, donc tu comprends pas trop pourquoi. Et puis, il redescend des montagnes russes dans le 3e set, il perd 6-1. Très dur à lire où en est le Serbe aujourd'hui, et je maintiens mon inquiétude sur lui en vue de Roland-Garros. Ça va être très compliqué. Allez, maintenant, on va passer au point focus du jour. Roland-Garros est le second tournoi de Grand Chelem de la saison, tournoi qui appartient à la Fédération française de tennis. L'an passé, en 2023, la dotation globale, qui avait déjà connu une augmentation par rapport à l'année précédente de plus de 12% pour atteindre les 49,6 millions d'euros. Cette année, ce n'est pas 49,6 millions, mais plus de 53 millions d'euros qui seront donnés à l'ensemble des participants engagés. La dotation est en augmentation de 8% cette année par rapport à 2023. Globalement, les gains augmentent chaque année, preuve que le tournoi se porte très bien. Concernant la parité, il faut savoir que depuis 2007, les hommes et les femmes touchent les mêmes dotations à Roland-Garros. Avant d'aller dans le détail de ces montants, des 53 millions d'euros évoqués, où Roland se situe par rapport aux autres tournois du Grand Chelem. Donc en 2024, on peut pour le moment comparer le tournoi parisien seulement à l'Open d'Australie, car les prize money des 2 autres Grands Chelems n'ont pas encore été dévoilés. Et figurez-vous qu'il y a un peu plus de gains à Paris qu'à Melbourne, 53,4 millions pour être un peu plus précis à Roland, contre 52,8 millions en Australie.
On n'a pas encore les chiffres de Wimbledon, mais ça devrait être dans la même fourchette que Roland-Garros, je pense. Bon, par contre, l'US Open, lui, il est au-dessus du lot, et ce depuis des années. Il rapporte beaucoup plus, et va rapporter beaucoup plus encore cette année, aux alentours des 65-65 millions. Mais revenons au tournoi parisien. Les gains ne sont pas répartis de la même façon à travers les différentes compétitions. L'organisation du tournoi a souhaité augmenter les gains sur certaines compétitions plutôt que d'autres. En effet, dans le souci d'assurer une meilleure répartition des gains entre les joueurs, l'organisation du tournoi, donc la Fédération française de tennis, a notamment souhaité augmenter de façon significative le prize money des premiers tours du tableau final de simple et continue d'accroître le montant alloué aux épreuves de qualification ainsi qu'à celles de tennis fauteuil. Les joueurs éliminés au premier tour du tableau final percevront un prize money de 73 000 euros, soit 4 000 euros de plus que l'an passé. Avant le tableau final, il y a ceux qui jouent les qualifications. Donc là, ça réunit les joueurs qui sont situés entre la 100e et la 250e place des classements ATP et WTA. Cette épreuve de qualification a vu son prize money augmenter de plus de 24,5%, alors que le prize money total du tournoi a lui augmenté de 8%. Cela montre bien le focus important sur les joueurs en qualification, ce qui est une bonne chose. En cas d'élimination au premier tour des qualifs, le joueur ou la joueuse engagée touchera 20 000 euros. S'il échoue au dernier tour des qualifs, il repartira avec la somme de 41 000 euros en poche. Super important pour ces joueurs d'avoir un prize money en forte hausse car ils galèrent sur le circuit pour survivre financièrement pour la plupart. Ils ont déjà peu ou pas de sponsors, ils reçoivent peu ou pas de primes d'invitation à participer au tournoi et leurs gains en tournoi ne financent souvent pas leurs coûts en hôtel, avion, bouffe, cordage de raquettes, ce genre de choses quoi. Comme en simple, pour le joueur de double, il y a la parité sur les gains entre hommes et femmes. Les dotations vont de 17 500 euros pour une élimination au premier tour à 590 000 euros pour une victoire finale dans le tournoi. Ces sommes ne sont pas versées individuellement, mais bien par équipe. Donc individuellement, il faut diviser par 2 ce chiffre. Donc les vainqueurs de double à Roland empochent 295 000 euros. Quant à l'événement principal, le simple, les vainqueurs toucheront 2,4 millions d'euros chacun, en augmentation de 100 000 euros par rapport à 2023. Si on reprend les chiffres par rapport au double, 295 000 euros pour le vainqueur de double versus 2,4 millions pour le vainqueur en simple. La différence est très très grande. Et j'avais fait un épisode dans le passé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur le podcast, sur le fait que le tennis essaye d'attirer les stars du simple à faire plus de double. Mais quand je vois la différence massive dans les gains entre le simple et le double, pas sûr que ça incite une star du simple à jouer des grands tournois en double. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, quid des joueurs juniors dans tout cela? Les moins de 18 ans ont leur Roland-Garros à eux, ça s'appelle Roland-Garros Junior tout simplement. Eux, comme ils sont mineurs, ils ne gagnent pas d'argent directement, à ma connaissance, et directement par l'organisation, je veux dire. Ici, je parle des juniors qui sont dans le tableau junior, bien. Car si tu es un junior, mais que tu joues dans le tableau final avec les stars du tennis mondial, le tableau principal, parce que tu es déjà trop fort, par exemple comme une Mira Andreeva chez les femmes, alors là, par contre, tu gagnes des sous, par contre. Je parle des joueurs qui jouent debout depuis le début de ce point focus, mais ne pas oublier les joueurs et joueuses en fauteuil. Je vous invite d'ailleurs à regarder au moins un match pour ceux qui n'en ont jamais vu, car c'est impressionnant, je trouve. Cela étant, je ne peux pas trop vous en vouloir de ne pas avoir l'occasion d'en voir, car c'est très mal médiatisé, super compliqué de trouver des matchs à la télé ou en streaming. Bref, ça c'est un autre sujet aussi. Mais avec les Jeux paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre, France Télévisions et Eurosport devraient montrer des images de tennis fauteuil. Mais revenons à nos moutons sur le prize money. Donc dans les tournois masculins et féminins du tennis fauteuil, en simple, dans la catégorie Open, où les joueurs sont touchés au niveau des membres inférieurs, ils touchent 8 500 euros pour une défaite au premier tour et 62 000 euros pour le vainqueur. Tandis qu'en double, les équipes doivent se partager 5 000 euros pour une défaite au premier tour et 21 000 euros pour les gagnants. Enfin, en ce qui concerne l'autre catégorie en fauteuil qui s'appelle le quad, où évoluent des sportifs dont les membres inférieurs et supérieurs sont touchés, une défaite au premier tour en simple, c'est 12 000 euros. La victoire finale, c'est 62 000 euros. Et en double, on se partage 8 000 euros pour une défaite au premier tour et 21 000 euros si on gagne le tournoi. Même si les organisateurs ont fourni des efforts ces dernières années en augmentant les dotations pour les joueurs handicapés, on voit cependant quand même une très grosse différence avec les valides. 2,4 millions pour le vainqueur en simple chez les valides versus 62 000 euros pour le vainqueur en simple en fauteuil. Avec ces sommes, je me demande combien de joueurs et joueuses en fauteuil peuvent bien gagner leur vie. On a tendance à dire que pour les valides, les 100 premiers joueurs et joueuses du monde gagnent bien leur vie. Et au-delà, ça se complique. Pour les joueurs en fauteuil, ce n'est clairement pas les 100 premiers qui gagnent bien leur vie. Peut-être les 10 premiers, il y a encore. Là, on a regardé les montants côté joueurs, mais comment ça se passe du côté du tournoi lui-même? Le chiffre d'affaires de Roland-Garros se situe entre 300 et 350 millions d'euros. Cela explique le pourquoi ils peuvent redistribuer 53,4 millions d'euros à tous ces joueurs. Mais quelles sont les sources de financement du tournoi? Le plus gros morceau, ce sont les droits TV.
Il représente environ 120 millions d'euros, soit près de 35%, avec notamment le contrat avec Amazon Prime. Il faut dire que Roland Garros et Amazon Prime ont tous les deux signé un grand coup lors de l'obtention des droits TV pour la plateforme de streaming du géant du e-commerce. Celui-ci peut en effet diffuser les matchs du soir, alors que France Télévisions avait le monopole sur la compétition sportive depuis la nuit des temps. Cet accord signé en 2019, qui court jusqu'en 2027, a permis une hausse de 25% des droits TV ces dernières années. Autre source de revenus pour Roland, les partenariats et les sponsors, qui représentent environ 60 millions d'euros. La billetterie, environ 55 millions d'euros. Les loges VIP et la nourriture, c'est quand même 56 millions d'euros. Ainsi que les produits dérivés, environ 25 millions d'euros. Voilà, vous savez tout sur le prize money à Roland maintenant. On va maintenant passer à la dernière section de ce podcast, la preview du tournoi. Honneur aux femmes. Pour moi, il y a de manière réaliste 4 joueuses qui peuvent gagner le tournoi. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Danielle Collins. La raison me dit qu'il faut miser Iga Świątek. La polonaise me rappelle Nadal sur terre battue en termes de domination. Elle a gagné 3 des 4 derniers Roland Garros. Elle sort d'une préparation optimale en gagnant les 2 plus gros tournois, Madrid et Rome. Puis je trouve qu'elle a passé un cap mentalement. Preuve étant sa finale à Madrid contre Sabalenka, où elle sauve des balles de match et gagne. Il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'elle gagne ce match. Je la trouve vraiment très, très, très calme dans les moments chauds, même les jours où elle joue moins bien. Et ça, c'est la force des très, très grands joueurs. Et pas que dans le tennis, dans le sport de manière générale. Côté masculin, comme je vous le disais dans le dernier podcast, j'en ai aucune idée, car super ouvert ce tournoi. Je vais jeter une pièce en l'air sans grande conviction en misant Tsitsipas, mais vraiment sans grande conviction. Parce qu'il a fait la préparation la plus cohérente, je dirais, sur terre battue de tous, avec de bons résultats, et puis il est pas blessé, quoi. Et puis il a déjà fait finale à Roland Garros, donc il a quand même une expérience d'aller quasiment au bout du tournoi. Il faut savoir aussi que c'est peut-être pour finir, n'oublions pas que c'est pour la course, il y a un double enjeu à Roland Garros en lui-même et la qualification aux Jeux Olympiques, car le classement sera pris en compte au lendemain de la finale à Roland Garros pour valider son billet ou non pour les JO. Donc beaucoup de joueurs auront ce double objectif, vraiment essayer d'aller très très loin à Roland Garros et gagner le maximum de points pour être en bonne position pour aller aux Jeux Olympiques. Sur ces mots doux, on arrive au terme de cet épisode. Je serai d'ailleurs à Roland Garros dès demain pour suivre pas mal de matchs de tout cela de près. J'y serai aussi également la semaine prochaine. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. On reviendra donc le lundi d'après pour débriefer le tournoi. En attendant, vous pouvez suivre la chaîne sur X, écouter le podcast sur n'importe quelle plateforme de podcast, ou même YouTube d'ailleurs. Et donc à très vite. Ciao, ciao.